Comment Napoléon III croit pouvoir profiter des questions nationales, mais se trompe. 14 janvier 1858. Napoléon III et l'impératrice Eugénie se rendent à l'opéra. 3 bombes explosent au passage du cortège. Le couple impérial est sain et sauf, mais on compte 8 morts et une cinquantaine de blessés. Le coup n'est pas passé loin. L'auteur de l'attentat, Felice Orsini, est un patriote italien qui veut protester contre la politique italienne de Napoléon III. En effet, pour ne pas mécontenter les catholiques français, Napoléon III se présente comme le protecteur du pape et refuse toute évolution de la situation italienne. Cependant, l'attentat d'Orsini pousse l'empereur à intervenir dans les affaires italiennes. Il se montre enfin favorable au projet de Camillo Cavour. Napoléon III décide de rencontrer Cavour pour s'entendre avec lui. L'entrevue doit être discrète. On choisit de se rencontrer dans la station thermale de Plombières, dans les Vosges. L'entrevue de Plombières a lieu le 21 juillet 1858. Napoléon III s'engage à aider le Piémont-Sardaigne à prendre la Lombardie et la Vénétie aux Autrichiens. En échange, Cavour accepte de céder à la France les territoires piémontais à l'ouest des Alpes, la Savoie et le comté de Nice. Cavour s'engage aussi à ne pas toucher aux États du pape. En avril 1859, la guerre est déclarée. La France aide massivement le Piémont et l'Autriche est rapidement battue. Après la victoire de Solferino, l'Autriche doit évacuer la Lombardie et elle préfère signer la paix pour ne pas perdre aussi la Vénétie. La victoire provoque une agitation dans toute l'Italie. Les populations de Florence, de Parme, de Modène demandent leur attachement au Piémont. Agrandi, le Piémont accepte de céder la Savoie et le comté de Nice à la France. Au printemps 1860, des plébiscites sont organisés pour faire passer ces annexions pour la volonté des peuples. Napoléon III triomphe. Sa politique étrangère est un succès. Cependant, il y a de nombreux mécontents en Italie. La Vénétie est toujours autrichienne, l'Italie n'est pas encore unifiée. Cavour laisse Giuseppe Garibaldi organiser l'expédition des Chemises rouges. Garibaldi est un patriote italien. Républicain proche de Manzini, il a participé activement au printemps des peuples de 1848. Cependant, l'échec l'a converti à la solution monarchiste, c'est-à-dire l'unification de l'Italie derrière le roi Victor Emmanuel. En mai 1860, Garibaldi part avec une petite troupe de volontaires pour soulever le royaume des 2 Siciles afin de rallier sa population à la cause italienne. Le signe de ralliement est le port d'une chemise rouge. C'est un succès. Garibaldi réussit à rallier les Siciliens à sa cause. En quelques semaines, Palerme puis Naples sont prises, le royaume des 2 Siciles s'effondre. Il ne reste plus qu'à s'emparer de Rome et des États du pape pour réaliser l'unité italienne. Mais s'emparer de Rome, c'est franchir la limite imposée par Napoléon III. L'empereur fait donc pression sur la Piémont-Sardaigne pour qu'il arrête Garibaldi. Finalement, après une rencontre avec Victor Emmanuel, Garibaldi renonce à marcher sur Rome. En 1861, le royaume d'Italie est fondé, mais il ne comprend ni Rome ni la Vénétie au grand mécontentement des partisans du Risorgimento, le mouvement d'unification de l'Italie. En quelques mois, l'image de Napoléon III s'est transformée. De soutien du Risorgimento, il en devient son principal ennemi. La défaite de l'Autriche en Italie a renforcé l'image de la Prusse en Allemagne. Après la guerre des duchés contre le Danemark, le chancelier prussien Bismarck croit pouvoir affronter l'Autriche avec le soutien de la majorité des États allemands. Il a cependant peur d'une réaction française. Il doit convaincre Napoléon III de ne pas intervenir dans la guerre contre l'Autriche. Les 2 hommes se rencontrent à Biarritz en octobre 1865. Bismarck se dit prêt à céder Luxembourg à la France en échange de sa neutralité. En 1866, la guerre de la Prusse contre l'Autriche est encore plus rapide que la guerre de 1859. À la bataille de Sadova, l'armée prussienne montre sa supériorité. L'état-major prussien utilise le train pour faire arriver les troupes plus rapidement sur le champ de bataille.
Les fusils prussiens sont plus modernes, ils se chargent par la culasse et tirent plus rapidement que les fusils autrichiens. En quelques heures, l'armée autrichienne est écrasée. L'Autriche doit reconnaître sa défaite et renoncer à son influence en Allemagne. L'Italie profite de la défaite de l'Autriche pour s'emparer de la Vénétie. Facilement victorieux, Bismarck n'a plus besoin de ménager de la France. Il refuse de lui céder le Luxembourg. Napoléon III, qui pensait pouvoir profiter du conflit austro-prussien, se retrouve dans une mauvaise situation. Il fait pression pour éviter la constitution d'un État allemand unifié aux frontières de la France. Ainsi, la confédération que la Prusse crée en 1867 ne comprend que les États d'Allemagne du Nord. Pour la France, les États d'Allemagne du Sud doivent rester indépendants et servir de tampon entre les deux pays. Pour Bismarck, il est clair que la prochaine guerre sera une guerre contre la France, car celle-ci s'oppose à l'unification de l'Allemagne. Il n'était pas possible de résoudre pacifiquement par le système dualiste le nœud gordien de la situation allemande. On ne pouvait le trancher que par l'épée. Il s'agissait de gagner au service de la cause nationale le roi de Prusse. Le patriotisme allemand, en règle générale, a besoin pour agir et produire des effets d'être aidé par l'attachement à la dynastie. Après Sadova, l'unification de l'Allemagne n'était plus selon moi qu'une question de temps. Pour la résoudre, la confédération de l'Allemagne du Nord était la première étape. J'étais convaincu que l'abîme creusé au cours de l'histoire entre le Nord et le Sud de l'Allemagne ne pouvait être comblé que par une guerre nationale contre le peuple voisin, notre séculaire agresseur. Il fallait une guerre franco-allemande.